Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler des outils à disposition des économistes. Pour vous tenir informé des nouveaux cours et exercices corrigés de Better Study, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche. Il faut juste se rappeler que lorsqu'on a commencé ces séquences de vidéos, on a dit que l'objectif du cours était de vous permettre d'avoir l'ensemble d'outils à votre disposition afin de comprendre les phénomènes économiques. Les économistes utilisent bien évidemment différents outils pour vulgariser et expliquer les relations économiques et les phénomènes économiques dans la réalité. Ils ont recours à la modélisation, aux mathématiques, aux graphes, aux statistiques, à l'économétrie, c'est-à-dire la combinaison des statistiques avec la théorie économique, la prévision économique. Tous ces outils-là sont à disposition des économistes. On va vous donner un petit aperçu de ces différents outils. D'abord, la modélisation. Si on parle de modélisation, on parle de modèle. Le modèle est un système abstrait dont la fonction est de représenter la réalité de façon simplifiée mais formalisée. Un modèle permet l'étude d'un phénomène économique réel. Quelle est l'utilité des modèles? La modélisation permet d'identifier les éléments d'un processus économique. On peut voir quelles sont les variables qui intègrent le processus économique, qui peuvent expliquer un phénomène économique. La modélisation permet d'expliquer, même partiellement, l'évolution et la tendance d'une variable ou d'un phénomène par l'influence d'autres variables, c'est-à-dire l'impact, par exemple, des différents facteurs sur une variable, comme par exemple l'impact sur la demande des facteurs qui peuvent influencer la demande tels que le prix, le revenu, le climat, la mode, etc. La modélisation permet d'utiliser les statistiques et d'établir les relations empiriquement. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a une régularité chaque fois qu'on a un modèle ou qu'on a les statistiques? Est-ce qu'on peut aboutir au même résultat? La modélisation permet la simulation économique, c'est-à-dire on peut voir par exemple l'impact d'une variable sur tout un processus à travers la simulation économique, à travers un modèle qui regroupe l'ensemble des variables. La modélisation aide à la prévision économique. La prévision économique est très importante. Ne serait-ce par exemple si vous regardez du côté des investissements que les entreprises veulent faire ou bien que l'État veut faire d'ici quelques années. Donc, la prévision économique est importante et aussi, elle joue un rôle, une aide à la décision ou bien un appui à l'action de politiques économiques. On voit que pour modéliser, il faut avoir des variables exogènes. Il y a des variables externes modèles et puis vous avez des variables endogènes qui sont expliquées par le modèle. On vous donne un exemple de modélisation. Vous avez la concurrence dite pure et parfaite, la loi de l'offre et de la demande, le circuit économique. Juste un mot sur le circuit économique. C'est un schéma synthétique qui synthétise les relations entre les différents acteurs économiques ou les différents intervenants dans le domaine économique. On trouve deux flux, ce qu'on appelle un flux réel, c'est-à-dire le flux de biens et services, et vous avez les flux dits monétaires, donc les flux d'argent. Alors, si on prend un exemple tout simple entre deux agents économiques, les ménages et les entreprises, on veut savoir quels sont les flux échangés entre ces deux agents. Tout d'abord, on trouve ce qu'on appelle le marché. Le premier marché, c'est le marché des facteurs de production, et le deuxième, c'est le marché des biens et services. Les ménages offrent des facteurs de production, par exemple, tels que le travail, et les entreprises rémunèrent ce travail à travers des revenus. Les entreprises, de l'autre côté, offrent des biens et services sur le marché des biens et services, qui sont achetés par les ménages, et en contrepartie, les ménages offrent des prix pour l'achat de ces biens et services. Le circuit économique essaie de synthétiser les relations qui peuvent exister entre les différents acteurs. On peut bien évidemment compliquer un petit peu la chose en rajoutant ou en intégrant d'autres agents économiques, tels que par exemple l'État, tels que le reste du monde, tels que les entreprises financières, etc. Un autre élément de la modélisation qu'on peut considérer, c'est le modèle du marché concurrentiel, ou la concurrence parfaite, ce modèle étant le modèle de base de référence pour les économistes. Bien évidemment, ce modèle est caractérisé par exemple par l'atomicité de l'offre et de la demande, c'est-à-dire qu'il y a de nombreux offreurs et de nombreux demandeurs, et le prix est une donnée, c'est-à-dire exogène. Les intervenants sont des price takers, c'est-à-dire des preneurs de prix. Autrement dit, aucun des intervenants ne peut à lui seul influencer le prix sur le marché. Le marché est libre. Ça veut dire qu'il y a une certaine liberté d'entrée et de sortie du marché, pas d'obstacle. Le marché est transparent, c'est-à-dire que toute personne ou tout intervenant sur le marché a une information complète sur les biens et sur les prix. Le produit est homogène, est identique aux yeux du consommateur, c'est-à-dire il répond aux mêmes besoins
et il est difficile de distinguer entre différents produits. La mobilité est parfaite des facteurs de production sur le marché. Ces caractéristiques-là sont les caractéristiques du marché concurrentiel. Si une des caractéristiques n'est pas vérifiée, on tombe dans un marché dit non concurrentiel, ou bien de concurrence dite imparfaite. Selon le schéma tiré du Samuelson 2001, vous avez la concurrence parfaite qui est le modèle de référence pour les économistes. Et puis vous avez, lorsqu'il y a une absence par exemple de l'atomicité de l'offre et de la demande, on est dans un modèle dit de concurrence imparfaite. On a par exemple la concurrence monopolistique, l'oligopole ou bien aussi le monopole. Deuxième type d'outils qu'on utilise en économie, ce sont les mathématiques. Les mathématiques, on utilise l'étude des fonctions, on utilise les dérivés pour ce qu'on appelle l'analyse marginale. On utilise la différenciation pour voir l'impact de la variation de différentes variables sur les variables cibles. On utilise l'optimisation, la recherche d'un maximum ou d'un minimum. On utilise la représentation graphique des fonctions, parce qu'on a recours à l'outil graphique énormément en économie. Et puis, on a ce qu'on appelle aussi l'analyse de surface. C'est par exemple le concept de surplus et l'analyse du bien-être des différents intervenants dans la sphère économique. On va commencer par les graphes. Les graphes sont très utilisés en économie. Sur la base d'un dicton, une image vaut 1000 mots. Les graphes sont un outil très important de vulgarisation. On peut avoir des graphiques à une variable et des graphiques à 2 variables, voire 3 variables, mais c'est très peu utilisé. Le graphique à une variable, on peut trouver le graphique en nuage de points. Par exemple, lorsqu'il s'agit de valeurs discrètes de la variable. Autrement dit, on a par exemple un graphique qui représente des points dispersés sur ce plan-là. On a des graphiques représentant une courbe ou une tendance, droite par exemple, ou de forme quelconque. Exemple, si vous prenez l'évolution d'une variable dans le temps, des graphiques circulaires ou camemberts, en particulier pour les pourcentages. Et vous avez les graphiques qui représentent un histogramme, qui vous permettent ainsi de visualiser une variable sur un plan. Et puis, on peut trouver aussi un graphique à 2 variables ou un diagramme à 2 variables. Exemple, graphique en nuage de points, parce qu'il s'agit d'une valeur discrète. Est très utilisé ce type de graphique pour étudier la relation qui peut exister entre une variable et une autre variable. Exemple, relation négative via relation positive ou absence complète de relation entre les 2 variables. Bien évidemment, vous avez aussi un graphique représentant une courbe, soit une forme quelconque. Autrement dit, si vous regardez le prix, par exemple, en fonction de la quantité ou bien la quantité en fonction du prix, on peut tracer une droite ou bien courbe quelconque de la demande ou de l'offre. Les économistes recourent aussi aux statistiques. Les statistiques sont considérées comme un outil d'analyse des phénomènes économiques. L'utilisation des statistiques facilite la description des données, l'inférence statistique, c'est-à-dire la relation entre les variables, et puis l'analyse des séries statistiques, c'est-à-dire voir par exemple l'évolution et les tendances des statistiques, c'est-à-dire des variables tout simplement et de leurs valeurs. On trouve dans ce type d'analyse des séries statistiques, ce qu'on appelle les séries chronologiques ou longitudinales, c'est-à-dire la variation et l'évolution d'une série dans le temps. Puis vous avez des séries dites transversales, où à un moment donné, vous prenez par exemple la valeur d'une série, la valeur d'une variable tout simplement, à un moment donné. Et puis, vous avez des données dites de panel. On regroupe ici des valeurs chronologiques avec des valeurs ponctuelles. Par exemple, vous prenez le nombre d'étudiants femmes et hommes à travers le temps dans une université. Puis, on peut prendre des caractéristiques. La taille, par exemple, les différents groupes à un moment donné, mais pris sur un intervalle de temps assez long, quelques années en tout cas. L'économétrie, il s'agit de la mise en application des méthodes statistiques aux observations des phénomènes économiques. Par exemple, on trouve ce qu'on appelle la régression économique, les méthodes de panel, les séries chronologiques et leurs études, etc. Cette économétrie permet de tester les théories économiques en les confrontant à la réalité, c'est-à-dire aux statistiques. Cela permet d'évaluer aussi les paramètres présentant une relation économique et puis cela permet aussi d'infirmer ou de confirmer la véracité d'une théorie économique. On trouve des exemples comme la fonction de production de l'économie suisse. On peut la représenter de cette manière-là. Log PIB égale alpha plus bêta plus log capital plus lambda fois log travail plus epsilon. Epsilon est une perturbation pour représenter toutes les variables absentes dans ce modèle-là, qui ne sont pas prises en considération. On trouve un dernier outil, c'est la prévision économique. La prévision économique, on utilise des méthodes quantitatives basées sur les statistiques, comme la méthode quantitative simple,
des méthodes de moyenne glissante, les méthodes de lissage exponentiel. Ce sont des méthodes un petit peu mathématiques, dont le but est de trouver l'évolution d'une variable dans le temps. Puis, vous avez la méthode de la tendance et vous avez la méthode de décomposition. Ici, on décompose un petit peu cette variable afin d'obtenir une évolution probable dans le futur. Et puis, vous avez des méthodes dites qualitatives. Exemple, la méthode de sondage basée sur des questionnaires, des enquêtes d'opinion, etc. Vous avez la méthode de comparaison ou analogie historique et vous avez ce qu'on appelle la méthode Delphi, la méthode des experts. Et puis, vous avez les études de marché basées aussi sur les enquêtes et les sondages. Merci beaucoup.